Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, le chaos le fera pour toi. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que lorsque tu ne décides pas où tu vas mettre ton énergie, le monde décide pour toi. Et ce que le monde veut n'est pas toujours ce dont tu as besoin. T'en es-tu rendu compte ? Organiser ta vie ne se résume pas à faire des listes, à t'acheter un bel agenda, ni à répéter des phrases motivantes. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a maintenu dans l'immobilisme. C'est te regarder dans le miroir et dire « J'en ai assez de ce désordre mental, émotionnel et physique qui me fait perdre le respect de moi-même. » Ta vie est comme une maison, et peu importe sa taille, si elle est en désordre, on n'y vit pas bien. Chaque tâche en suspens que tu ignores, chaque habitude que tu repousses, chaque décision que tu ne prends pas, c'est un sac de déchets accumulés dans le couloir. Et si tu ne nettoies pas tout pourri, le temps, la concentration, l'estime de soi, la motivation, tout. Ce n'est pas un script pour devenir parfait, c'est pour devenir libre. Libre des excuses, libre du chaos mental, libre de la validation externe, libre de l'autosabotage déguisé en « c'est comme ça que je suis ». Ici, tu ne trouveras pas de formule magique, tu trouveras la vérité, dure, directe et utile. 8 leçons stoïciennes qui vont te pousser à faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Parce que mettre de l'ordre dans ta vie n'est pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pour pouvoir regarder ton reflet et dire « Maintenant, oui, je construis quelque chose qui en vaut la peine ». Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à arrêter de te cacher derrière le désordre et à commencer à te respecter par des actions. Parce que le respect ne se demande pas, il se construit. Et tout commence de l'intérieur. 1. Prends le contrôle dès la première minute de la journée. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Au réveil, il est agité, plein d'énergie, cherchant une direction. Si tu ne le montes pas, la peur, la paresse ou l'habitude le feront. Et crois-moi, ces cavaliers ne t'emmèneront nulle part où tu voudrais être. La première minute de la journée n'est pas un détail, c'est la première bataille. Et si tu la perds, tu as déjà commencé à céder du pouvoir. Beaucoup de personnes se lèvent avec l'âme en pause, entraînées par le bruit du téléphone, par la pression de l'horloge ou par la routine automatique de toujours. Elles ne décident pas comment commencer. Elles réagissent simplement. Elles réagissent aux messages, à l'urgence, à la fatigue, aux excuses qu'elles répètent depuis des années sans les remettre en question. Mais quelqu'un qui veut changer sa vie ne peut pas se permettre ce luxe. Parce que le début de ta journée n'est pas une formalité. C'est un moment sacré où tu définis si tu vas vivre avec intention ou si tu vas être poussé par ce qui vient. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait que nous devons nous lever avec l'intention d'agir comme des êtres humains dignes. Non pas pour plaire à quelqu'un, non pas pour prétendre être quelqu'un, mais pour remplir le devoir le plus basique, maîtriser ton esprit avant que le monde ne le contamine. Parce que le monde va toujours t'offrir de la distraction, du bruit, des plaintes, du drame et de la validation bon marché. Mais seulement si tu n'es pas en contrôle dès la première minute. Tu choisis si la première chose que tu fais est d'ouvrir un écran ou d'ouvrir l'esprit. Si tu vas directement consommer ce que les autres pensent, ou si tu respires, remercie et te concentres sur ce que tu veux construire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de 3 heures de méditation ni d'un rituel parfait. Tu as besoin de prendre une décision ferme, que dès le premier moment de la journée, tu es aux commandes, et cela s'entraîne. Lève-toi avant ce qui te convient. Non pas pour souffrir, mais pour te montrer à toi-même que tu ne négocies plus avec ta faiblesse. Fais quelque chose pour toi avant de faire quelque chose pour les autres. Lis, réfléchis, planifie, fais de l'exercice, écris ce que tu ne veux pas oublier. Mais fais-le avec intention. Le corps s'habitue, l'esprit s'aligne. Et avec le temps, cet acte de maîtrise personnelle devient une habitude qui te soutient dans les jours difficiles. Beaucoup veulent du respect, veulent de la force, veulent être pris au sérieux. Mais ils ne peuvent même pas gagner la première heure de la journée. Comment veux-tu conquérir le monde si tu ne peux même pas te lever sans te plaindre? Comment vas-tu être discipliné si la première chose que tu fais est de te livrer à la paresse?
Le respect de soi commence là, dans ce premier geste silencieux que personne ne voit, mais qui change tout. Commence ta journée comme quelqu'un qui a une mission, pas comme quelqu'un qui survit aux circonstances. Chaque matin est une opportunité de te rappeler que tu décides comment tu vis, ce que tu fais et où tu vas. Ne le laisse pas aux mains du hasard ou de la paresse que tu traînes depuis des années. Dès que tu ouvres les yeux, ton attitude est déjà en train de construire ou de détruire. Il n'y a pas de juste milieu. La première minute de la journée peut sembler insignifiante, mais elle est le gouvernail de tout ce qui vient après. Si tu la prends fermement, le reste de la journée a une direction. Si tu la gaspilles, tout devient plus lourd. Tu décides si tu domines le cheval ou si tu le laisses te traîner. Et dans cette décision commence le véritable respect de toi-même. 2. Élimine ce dont tu n'as pas besoin sans demander la permission. Ta vie est comme un sac à dos que tu portes tous les jours. Le problème n'est pas le chemin, c'est le poids que tu choisis de porter. Et si tu continues à accumuler des choses, des personnes, des habitudes et des pensées qui n'ont plus leur place dans ce que tu construis, tu ne vas pas avancer, tu vas te traîner. Beaucoup ne sont pas fatigués de vivre, ils sont épuisés de porter ce dont ils n'ont pas besoin. Mais ils continuent à le faire, par peur de lâcher prise, par habitude ou pour ne déranger personne. Voici une vérité inconfortable. Ce qui ne t'apporte plus rien te gêne. Point. Et tu n'as pas besoin de te justifier, ni de demander la permission, ni de l'expliquer avec un sourire. Il y a des choses qui ont simplement terminé leur cycle. Des personnes qui n'ont plus de place dans ta nouvelle version. Des routines qui te sabotent seulement. Des pensées que tu répètes par inertie, non parce qu'elles te servent, mais comme tu as appris à être complaisant, à ne pas faire de bruit, à tout garder en place même si cela te tue à l'intérieur, tu finis par être piégé dans une vie que tu n'as pas consciemment choisie. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à réprimer les émotions ni à vivre une existence vide. Il s'agit de savoir choisir avec sagesse, d'éliminer l'excès pour se concentrer sur l'essentiel. Épictète disait que si tu veux être sage, tu dois commencer par mettre de côté ce qui ne contribue pas à ta croissance. Non pas ce qui te divertit, non pas ce qui te flatte, mais ce qui te transforme. Parce que parfois l'obstacle n'est pas devant toi mais au-dessus, et il ne s'enlève qu'en lâchant prise. Mais bien sûr, lâcher prise fait mal. Parce que lâcher prise implique de faire face à ce que tu as évité. Cela implique d'admettre que tu n'es plus le même et que tes priorités ont changé. Cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à ce que tu sois toujours disponible, soumis comme avant. Mais si tu continues à demander la permission de vivre ta vie, tu vas continuer à te trahir pour t'adapter à des endroits où tu n'appartiens plus. Et il n'y a pas de discipline qui survive à l'incohérence. Tu ne peux pas construire une vie ordonnée tout en conservant tout ce qui représente ton désordre. Nettoyer n'est pas une tâche émotionnelle, c'est une décision pratique. Regarde ton agenda, tes habitudes, tes liens, tes conversations quotidiennes, tes réseaux sociaux, tes pensées répétitives. Demande-toi froidement ce qui est oui et ce qui est non. Ce qui te donne de l'énergie et ce qui te la vole. Ce qui te pousse et ce qui te freine. Ce qui est à toi et ce que tu portes seulement par peur de paraître égoïste. Parce que ce n'est pas de l'égoïsme de lâcher ce qui te consomme, c'est de l'amour-propre. Chaque chose inutile que tu élimines est de l'espace que tu récupères pour l'important. Chaque personne que tu laisses derrière avec respect, c'est du temps que tu récupères pour grandir. Chaque habitude que tu coupes, chaque pensée que tu arrêtes de nourrir, c'est un pas de plus vers la version de toi qui ne dépend plus de rien d'extérieur pour se sentir précieuse. Et ça, c'est du pouvoir. Du vrai pouvoir, pas celui qui se montre, mais celui qui se ressent dans le silence de tes décisions. Tu n'as pas à l'expliquer. Tu n'as pas à le faire parfaitement. Tu as juste à le faire avec détermination, parce que personne ne viendra organiser ta vie pour toi. Personne ne te demandera de lâcher ce qui te retient. Cette responsabilité est la tienne. Et si tu te prends vraiment au sérieux dans ta transformation, commence par nettoyer. Élimine le bruit, élimine l'excès, élimine le besoin d'approbation. Parce que chaque chose que tu lâches est une déclaration. Je suis prêt pour ce qui vient.
pas pour rester où je suis. 3. Dire non est aussi un acte de pouvoir. Dire oui tout le temps, c'est comme ouvrir les portes de ta maison à quiconque frappe. Au début, cela semble être de la politesse, puis cela devient une invasion. Et quand tu t'en rends compte, tu ne vis plus dans ton espace, tu vis dans le chaos que les autres ont apporté. Ne pas savoir dire non ne fait pas de toi une bonne personne. Cela fait de toi une personne épuisée, confuse et surchargée de responsabilités qui ne sont même pas les tiennes. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera. Parce que celui qui dit toujours oui, on finit par le prendre pour acquis. Être fort, discipliné et respecté ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu refuses de faire. Et cela commence par fixer des limites. Pas à partir de la colère, mais à partir de la clarté. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne doit pas vivre pour plaire au monde, mais pour agir en cohérence avec ses principes. Si quelque chose va à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu crois, de ce dont tu as besoin, alors dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de respect envers toi-même. Mais beaucoup ont du mal. Ils se sentent coupables. Ils craignent de décevoir, de perdre de l'affection ou de la validation. Alors, ils finissent par accepter plus qu'ils ne peuvent gérer, en assumant des tâches qui ne leur incombent pas, en s'engageant dans des conversations qu'ils ne veulent pas avoir et en consacrant du temps, de l'énergie et de l'attention à des choses qui n'apportent rien. Ils disent oui alors qu'à l'intérieur, ils veulent crier non. Et c'est une forme silencieuse de trahison personnelle qui se normalise avec chaque décision. L'habitude de dire non ne s'entraîne pas avec des cris ou des confrontations. Elle s'entraîne avec une fermeté intérieure. Elle s'entraîne chaque fois que tu priorises ta paix mentale plutôt que de vouloir bien paraître. Chaque fois que tu choisis ton projet, ton repos, ta vérité, avant le confort des autres. Parce que si tu ne respectes pas ton temps, personne d'autre ne le fera. Si tu ne fixes pas de limites, l'environnement s'étendra jusqu'à te briser. Dire non signifie aussi reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu n'es pas responsable de tout et que tu ne dois pas être disponible éternellement pour personne. Celui qui se sent offensé parce que tu as commencé à dire non est celui qui profitait de ton silence. Le véritable respect ne repose pas sur ce que tu fais pour les autres, mais sur la façon dont tu restes fidèle à toi-même, même si cela dérange. Dans la pratique stoïcienne, la maîtrise de soi est essentielle. Ne pas réagir impulsivement, ne pas vivre dans la peur, et cela inclut la capacité de refuser sans culpabilité. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Si tu ne veux pas parler, reste silencieux. Si tu n'es pas intéressé à continuer dans cette relation, éloigne-toi. Si tu ne te sens pas prêt, dis-le. Tu n'as pas besoin de justifier chaque non. Il suffit que tu le dises à partir d'un lieu de vérité, non de rejet, mais de priorité. Il y a un type de soulagement que l'on ne ressent que lorsqu'on commence à fixer des limites. C'est une légèreté intérieure qui apparaît lorsque tu arrêtes de dire oui pour être aimé et que tu commences à dire non pour te respecter. C'est la paix que tu cherches, même si tu ne le sais pas encore. Elle n'est pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de te permettre moins. Moins de bruit, moins de pression, moins d'apparence et plus d'espace pour toi. Apprendre à dire non, c'est retrouver ta voie, c'est arrêter de vivre en fonction de l'extérieur, c'est rester ferme sur ton chemin, même si d'autres veulent te détourner. Et oui, cela va déranger. Mais si tout le monde est à l'aise avec toi, tu es probablement mal à l'aise avec toi-même. Alors aujourd'hui, fais-toi une faveur. Dis non quand tu dois dire non. Parce que c'est là que commence le véritable soulagement. Et avec lui, le véritable pouvoir. 4. Planifier, c'est respecter ton objectif. Ton esprit est comme un champ fertile, mais sans semer quoi que ce soit, seules les mauvaises herbes pousseront. L'urgent l'emporte toujours sur l'important lorsqu'il n'y a pas de direction. Et dans un monde saturé de distractions, si tu ne décides pas quand et comment tu vas agir, le temps va s'écouler comme de l'eau entre les mains, te laissant avec la fausse impression que tu as été occupé, alors qu'en réalité, tu n'as fait qu'éviter ce qui compte vraiment. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais la plupart ne l'utilisent tout simplement pas avec intention.
Ils vivent coincés entre l'immédiat et l'improvisé, éteignant les incendies qu'ils ont eux-mêmes provoqués par manque d'ordre. L'essentiel ne crie jamais, c'est pourquoi il est si facile de le repousser. Et c'est là que le jeu change. Planifier. Si tu ne l'écris pas, si tu ne le définis pas, si tu ne le programmes pas, alors ce n'est qu'une idée de plus flottant parmi des milliers. Et ce qui n'a pas de place dans ton agenda n'a pas de place dans ta vie. Les stoïciens n'étaient pas improvisés. Ils comprenaient la valeur du temps comme la ressource la plus sacrée. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et cela reste une vérité brutale. Combien de fois as-tu dit que tu allais commencer quelque chose et l'as-tu repoussé parce que tu ne l'as pas ancré dans un jour, une heure, une action concrète? Le désir sans structure est de la fumée. La discipline sans planification se brise. Et le respect de soi commence lorsque ta parole commence à avoir une place dans ton calendrier, pas seulement dans ton esprit. Beaucoup veulent changer, s'améliorer, avancer, mais continuent à laisser leurs priorités à la merci du jour. Ils ne planifient pas leur entraînement, leur lecture, leurs projets, leur repos, mais ils trouvent de l'espace pour ce qui les éloigne de leur objectif. Parce que ce qui est facile s'infiltre lorsque ce qui est important n'est pas réservé. Et c'est ainsi qu'une vie sans direction se construit, où l'extérieur impose le rythme et l'intérieur survit à peine. Planifier n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. C'est décider ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. C'est protéger des blocs de ta journée pour toi, pour ce qui te rapproche de la vie que tu es en train de construire. Parce que si tu ne protèges pas ces espaces, le monde les remplira de déchets, d'urgences étrangères, de distractions vides. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour récupérer tout ce que tu as repoussé. Mets dans ton agenda ce que tu sais qui compte. N'attends pas d'avoir envie, crée une structure. L'habitude vient après la répétition, pas avant. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion du moment. Laisse ton agenda être ton rappel constant de qui tu choisis d'être. Ce n'est pas seulement une liste de tâches, c'est une déclaration de principe. C'est te dire à toi-même, cela a de la valeur, cela ne se négocie pas, cela, je vais le faire. Tu n'as pas besoin d'un agenda parfait, tu as besoin d'une décision ferme. Tu peux utiliser du papier, une application, un tableau, peu importe. L'important est que tes engagements soient hors de ta tête et dans ta journée. Parce que c'est là que le changement commence à prendre forme, non pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu fais. Et non pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu programmes avec intention. Ton agenda est ton reflet. Il montre dans quoi tu investis ta vie. Et si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, commence par revoir comment tu utilises tes jours. Parce que si tu ne planifies pas ce qui est important pour toi, tu finiras par être l'esclave de ce qui ne t'importe absolument pas. Ne le laisse pas au hasard. Ce qui n'est pas écrit n'est pas engagé. Et ce qui n'est pas engagé n'existe tout simplement pas. 5. Arrête de procrastiner et affronte ce qui pèse. Procrastiner est comme avoir une fuite dans le toit. Au début, cela ne semble pas urgent. Tu t'habitues au bruit, tu ignores la tâche, tu te convaincs que tu peux vivre avec. Mais un jour, sans prévenir, le toit s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la vie aussi. Ce que tu n'affrontes pas s'accumule. Ce que tu repousses te poursuit. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui devient un fardeau silencieux qui draine ton énergie, ta clarté et ton respect de soi. La procrastination n'est pas seulement de la paresse. Souvent, c'est de la peur déguisée en fatigue. C'est la peur du conflit, de l'erreur, de l'effort, du changement. Mais chaque fois que tu choisis la voie facile de remettre à plus tard, tu renforces l'idée que tu ne peux pas y faire face, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui s'adapte au poids au lieu de l'affronter. Ce n'est pas vivre en paix, c'est survivre en évitant. Le stoïcisme enseigne que l'on doit agir conformément à la nature rationnelle. Et repousser ce qui est important, c'est trahir cette nature. C'est mettre le plaisir immédiat au-dessus du but. C'est chercher un soulagement aujourd'hui en échange du chaos de demain.
Marc Aurèle disait que ce qui empêche l'action devient l'action. Autrement dit, ce que tu évites maintenant, c'est précisément ce que tu devrais faire en premier. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'urgence, mais d'agir avec intégrité. La vérité est que nous savons tous ce que nous repoussons. Nous le sentons dans notre corps, dans notre esprit, dans le silence inconfortable qui apparaît lorsque nous sommes seuls. Ce que tu ne fais pas devient un poids mental, et plus tu l'évites, plus il devient grand. Un appel en attente, une conversation difficile, un projet abandonné, une routine que tu as promis de commencer. Tu le sais, et tu continues à le repousser, mais le plus tard n'existe pas. Il n'y a que le aujourd'hui sans décision qui se répète. Sortir de ce cycle ne nécessite pas de motivation, mais du mouvement. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu dois juste le faire. Lève-toi et fais une chose, une seule, la plus inconfortable, celle que tu évites le plus. Et fais-le sans trop y penser, parce que l'esprit trouve 1000 excuses pour ne pas agir, mais le corps comprend l'action. Quand tu l'affrontes, la peur diminue. Quand tu le termines, le poids s'allège. Et quand tu le répètes, la procrastination perd de son pouvoir. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer par ce que tu évites. Parce que ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Mais ce que tu affrontes, même si c'est difficile, te libère. L'habitude d'agir rapidement face à l'inconfort est un signe clair de discipline. Et cette discipline devient confiance, estime de soi, ordre réel. Pas celui qui se voit, celui qui se ressent. Arrêter de procrastiner, c'est respecter ton temps. C'est dire à ta vie, je sais ce que tu vaux et je vais en prendre soin. C'est te rendre compte que tu ne peux plus continuer à fuir ce que tu sais que tu dois faire. Parce que le coût de la procrastination est élevé. Elle te vole ta concentration, ton énergie, ta fierté silencieuse d'avoir accompli ce que tu as promis. N'attends pas que tout soit aligné pour agir. Le moment parfait n'arrivera pas. L'inconfortable semblera toujours plus grand dans ta tête que dans la réalité. Mais dès que tu fais le premier pas, tu remarqueras que tu avais plus de force que tu ne le pensais. Et c'est la clé. Affronte ce qui pèse, parce que c'est là que se trouve le changement. Pas dans la facilité, pas dans le confort. Dans ce que tu évites, se trouve ce dont tu as besoin. 6. Mets de l'ordre dans ton esprit avant de mettre de l'ordre dans ton monde. Essayer de mettre de l'ordre dans ta vie sans d'abord mettre de l'ordre dans ton esprit, c'est comme essayer de nettoyer une pièce avec les lumières éteintes. Tu peux déplacer des choses, faire semblant que tout est sous contrôle, mais tu ne vois pas clairement. Et tôt ou tard, tu trébuches. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Peu importe le nombre d'agendas, de routines ou de tâches que tu t'imposes, si ton esprit est saturé, dispersé ou plein de bruit, rien ne restera debout. Tu accumuleras seulement plus de frustration et confondras le mouvement avec le progrès. Personne ne construit de discipline à partir du chaos mental. Tu ne peux pas être fort à l'extérieur si tu te décomposes à l'intérieur. Le désordre ne commence pas dans ta chambre, il commence dans tes pensées, dans le manque de direction, dans les 1000 voix qui crient en même temps en toi, te disant ce que tu devrais faire, qui tu devrais être et qui tu devrais satisfaire. C'est pourquoi, avant de vouloir tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde en toi. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Quelle histoire te racontes-tu? Quelles croyances continues-tu à traîner qui ne t'appartiennent plus? Le stoïcisme ne cherche pas le contrôle total de l'environnement. Il cherche la maîtrise de soi. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais comment nous interprétons ce qui se passe. Et cette interprétation provient de l'esprit. Un esprit embrouillé transforme de petits problèmes en tempêtes. Un esprit calme transforme les tempêtes en décisions. C'est la différence. Et cette différence marque comment tu agis, comment tu décides, comment tu vis. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au lieu de répondre. Tu continueras à te laisser emporter par des impulsions, par des émotions mal digérées, par des pensées automatiques que tu n'as pas remises en question. Et là, il n'y a pas de maîtrise de soi, seulement de l'inertie.
Tu peux faire semblant que tout va bien, que tu es occupé, que tu as des plans, mais à l'intérieur, tu es toujours aussi perdu. Parce que mettre de l'ordre dans le monde sans avoir mis de l'ordre dans l'esprit est un effort vain. Tu n'as pas besoin d'un esprit parfait, tu as besoin d'un esprit conscient, un esprit qui observe ce qu'il pense avant d'agir, qui ne se noie pas dans chaque émotion, qui ne gobe pas chaque pensée comme si c'était une vérité absolue. C'est le véritable entraînement. Parce que la force d'une personne se mesure par sa clarté, pas par son intensité. Et cette clarté ne vient pas seule, elle se cultive, à travers le silence, la réflexion, en te remettant en question ce que tu répètes depuis des années sans réviser. Fais des pauses, non pas pour fuir, mais pour comprendre. Ne remplis pas chaque espace avec du bruit. Apprends à être avec toi-même, sans stimuli, sans distraction. C'est là que commence le véritable ordre. Quand tu peux t'asseoir en silence et écouter ce que ton esprit dit sans réagir immédiatement. Quand tu peux séparer l'urgent de l'important, le vrai de l'imposé, l'essentiel de l'accessoire. C'est alors que tu reprends le contrôle, mets des limites à ce que tu laisses entrer dans ta tête. Toute pensée ne mérite pas d'attention, tout problème n'est pas le tien, toute émotion n'a pas à être obéie. Tu décides de ce que tu nourris, tu décides de ce que tu répètes, tu décides de ce qui te définit. Et ce choix commence chaque matin, chaque fois que tu te réveilles, et décide quel type de pensée tu vas laisser s'installer. Ne sous-estime pas le pouvoir de mettre de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'une fois que tu as de la clarté à l'intérieur, mettre de l'ordre à l'extérieur devient naturel. Non pas à partir de l'anxiété, mais à partir de l'intention. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Et ça se sent. Dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu choisis, dans la façon dont tu vis. Alors, avant de continuer à essayer de tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde à l'intérieur. Parce que si ton esprit est en chaos, le reste n'est que du maquillage. Et tu n'es pas venu pour vivre en maquillant le désordre. Tu es venu pour te transformer à partir de la racine. 7. Construis une routine qui te soutient, pas qui t'enferme. Une routine peut être comme un exosquelette qui te renforce ou une cage qui te limite. Tout dépend de comment tu la construis. Il ne s'agit pas de vivre piégé dans des horaires rigides, ni de répéter ta journée comme un robot. Il s'agit de créer une structure qui te soutient lorsque les émotions faiblissent, lorsque la fatigue arrive, lorsque la motivation s'évapore. La routine ne doit pas t'asservir, elle doit être ta colonne vertébrale. Il y a des personnes qui rejettent la routine parce qu'elles pensent qu'elle leur enlève leur liberté. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que sans structure, l'esprit se disperse. Et quand il se disperse, il perd de la force. Il n'y a pas de clarté sans ordre. Il n'y a pas de progrès sans répétition. Il n'y a pas de respect de soi si chaque jour tu recommences à zéro, improvisant, t'adaptant au chaos, donnant ton temps au hasard. Le désordre émotionnel naît souvent du désordre dans les actes quotidiens. Le stoïcisme n'était pas l'ennemi de la routine, au contraire, il la considérait comme un outil pour vivre avec un but. Marc Aurèle écrivait tous les jours, réfléchissait tous les jours, méditait sur la mort tous les jours, non par obsession, mais par discipline, parce qu'il comprenait que les habitudes quotidiennes construisent la direction de ton caractère. Ce que tu fais en automatique est ce qui te définit, pas ce que tu penses occasionnellement. Une bonne routine ne consiste pas à faire beaucoup de choses, mais à faire l'essentiel avec constance. Tu n'as pas besoin de remplir chaque minute de ta journée pour te sentir précieux. Tu as besoin de bien choisir quelles activités t'élèvent, t'alignent avec ce que tu construis, te rendent plus fort, plus clair, plus en paix avec toi-même. Cela peut être de l'entraînement, de la lecture, de l'écriture, ou simplement s'asseoir en silence pour réfléchir. L'important est que cela soit aligné avec ton but, pas avec les attentes des autres. Mais attention, car il y a aussi l'autre extrême, la routine qui devient une punition, qui te sert tellement que tu ne vis plus, tu ne fais que survivre en accomplissant des tâches. Cette routine ne te soutient pas, elle t'enferme, elle ne t'élargit pas, elle t'éteint.
Tu n'es pas obligé de la suivre si elle n'a plus de sens. L'objectif n'est pas d'accumuler des habitudes comme des médailles, mais de trouver un rythme qui te maintient connecté avec toi-même, qui te rappelle qui tu es quand tout le reste devient bruit. Ta routine devrait être comme une armure légère. Elle te protège, te donne une structure, mais ne t'immobilise pas. Elle devrait t'aider à ne pas dépendre de la motivation. Parce que la motivation est volatile, mais la répétition disciplinée te porte même si tu n'as pas envie. C'est là que commence le respect de soi, quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même les jours où tu ne te sens pas à 100%. Parce que ces jours-là, plus que jamais, tu as besoin de quelque chose qui te soutient. Ne vis pas au hasard. Ne permets pas que chaque jour se construise à partir de l'improvisation. Parce que quand tout dépend de comment tu te sens, la plupart des jours tu te trahiras. Mais si tu as déjà un système qui t'attend, une structure que tu as conçue avec conscience, alors même les pires jours, tu continueras à avancer. Ne construis pas une cage, construis une base, une routine qui te donne de la force, pas de la pression, qui te donne de la clarté, pas de l'épuisement, qui te soutient comme une main ferme quand ton esprit veut t'abandonner. Parce qu'à ces moments-là, ce que tu as répété avec discipline sera ce qui te relèvera. Et cela n'a pas de prix. 8. Organiser ta vie est ton plus grand acte de respect envers toi-même. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est une forme d'amour, mais pas un amour tiède, doux, qui se dit beau devant le miroir. C'est un amour ferme, exigeant, qui se démontre par des actions. Parce que tout le monde peut parler de respect de soi, mais tout le monde n'est pas prêt à assumer la responsabilité que ce respect implique. Et cette responsabilité commence lorsque tu prends le contrôle de ce que tu fais chaque jour, lorsque tu choisis de cesser de survivre en pilote automatique et que tu commences à agir avec intention. Beaucoup pensent que vivre de manière organisée est limitatif, comme si la structure leur enlevait leur liberté. Mais en réalité, la véritable liberté naît lorsque tu cesses d'être esclave du désordre. Il n'y a rien de plus épuisant que de vivre en courant après tout, en ayant l'impression que rien n'est sous contrôle, qu'il manque toujours quelque chose, que tout t'accable. Et cela arrive lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsque chaque domaine de ta vie est régi par l'improvisation, la négligence ou la peur de faire face à ce qui doit être changé. Organiser ta vie ne signifie pas atteindre la perfection. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, ni de répondre à des attentes externes, ni de remplir ta journée de tâches pour te sentir productif. Il s'agit de clarté. Il s'agit de te dire à toi-même « Mon temps compte, mon énergie compte, mes décisions comptent » et d'agir en cohérence avec cela. Parce que si tu ne structures pas ta vie avec respect, le monde ne le fera pas pour toi. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité honnête. Pour eux, la vie était courte et le temps était sacré. Ils ne pouvaient pas se permettre de le gaspiller en distractions inutiles ou en habitudes sans but. Ils comprenaient que chaque jour devait être une expression consciente de qui ils voulaient être. Et cela ne se réalise pas à partir du chaos. Cela se réalise à partir de l'ordre. Non pas l'ordre externe comme priorité, mais l'ordre interne comme base. Chaque partie de ta vie a besoin de direction. Tes horaires, ton repos, tes habitudes, tes relations, ton alimentation, tes espaces. Non pas pour remplir une liste, mais pour te sentir fort, clair, maître de toi-même. Parce que lorsque tout est à sa place, tu trouves aussi ta place. Et lorsque tout est en désordre, ton esprit devient le reflet de ce désordre. Ne l'ignore plus. Ne le cache plus avec des excuses. Si ta vie est en désordre, tu dois le regarder en face et décider ce que tu vas faire à ce sujet. Organiser, c'est lâcher ce qui ne s'ajoute pas, établir des limites réelles, prioriser ce qui compte vraiment. C'est arrêter de vivre en éteignant des incendies et commencer à construire avec intention. C'est planifier, décider, nettoyer, affronter, couper, réaffirmer. C'est revenir à toi chaque jour avec engagement. Et cela, même si personne ne le voit, même si cela ne donne pas de like, même si cela dérange beaucoup, c'est du respect. Du vrai respect. Celui qui ne se crie pas, celui qui se ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que ce n'est pas seulement une question de routine ou d'agenda.
il s'agit de changer de l'intérieur, de prendre les rênes de ta vie avec force, avec courage, avec discipline. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour arrêter de vivre à moitié, pour arrêter de céder ton pouvoir, pour regarder en arrière dans quelques années et te dire que tu l'as fait sérieusement, que tu l'as fait avec vérité. Alors, n'oublie pas, organiser ta vie est la manière la plus silencieuse et puissante de dire « je me respecte ». Et celui qui se respecte ne se trahit pas, il ne se sabote pas, il ne se laisse pas pour plus tard, il se choisit, il se soutient, il se transforme. Une décision, une habitude, un jour à la fois. Personne ne te prépare à l'inconfort que c'est d'entendre ta propre voix lorsque le bruit s'éteint. Beaucoup s'effraient devant le vide de leur propre compagnie, comme si l'absence de témoins rendait moins réel ce qu'ils ressentent ou pensent. Mais cet inconfort, ce poids initial d'être seul, est le seuil de la véritable force. Il y a une vérité que peu admettent. S'accrocher à la compagnie constante est plus facile que de faire face à ses fractures internes. Nous vivons entourés de stimuli, d'attentes extérieures, de la pression de s'intégrer et de plaire, et avec chaque distraction, notre capacité à nous tenir debout par nous-mêmes s'affaiblit un peu plus. Le silence et la solitude, loin d'être des condamnations, sont le terrain d'entraînement où se forge le caractère. Marc Aurèle le savait. L'homme cherche à se retirer, mais le meilleur retrait est en lui-même. Si tu veux vraiment avancer, tu dois d'abord supporter le coup psychologique d'être seul avec toi-même et cesser de négocier ta liberté pour l'approbation des autres. N'attends ni compréhension, ni reconnaissance immédiate. Le chemin solitaire est exigeant, mais aussi brutalement honnête. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour valider tes efforts. L'autosuffisance, la discipline et la clarté ne fleurissent pas dans la foule, mais dans les espaces où personne ne t'observe et où toute excuse s'effondre sous son propre poids. Être seul n'est pas une punition, c'est l'opportunité la plus réelle que tu auras pour découvrir de quoi tu es fait. 1. Fais du silence ta force intérieure. Le silence n'est pas un luxe, c'est une épreuve. Personne ne veut y faire face car il dénude tout ce que tu essaies de cacher, tes doutes, tes contradictions, cette voix que tu essaies de faire taire en remplissant ta vie de bruit et de distractions. Mais voici la vérité que tu n'aimes pas admettre. Tant que tu fuiras le silence, tu dépendras de l'approbation des autres comme un accro qui supplie pour sa prochaine dose. Penses-tu vraiment que la croissance personnelle viendra entourée d'applaudissements et de compagnie constante ? C'est une fantaisie confortable, une excuse pour éviter le travail acharné. Le silence est inconfortable, car il t'oblige à te retrouver avec toi-même, sans filtre, sans masque, sans prétexte. C'est dans ce vide que se révèle ce que tu es, et ce que tu n'es pas encore. Celui qui ne supporte pas le silence n'aura jamais la force suffisante pour résister à la pression, à la critique et au rejet. Regarde-le en face. Chaque fois que tu cherches à remplir ton agenda juste pour ne pas rester seul avec tes pensées, c'est une autre occasion manquée de construire une véritable force. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens valorisaient tant la solitude. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Comment vas-tu dominer quoi que ce soit si tu ne peux même pas rester assis en silence pendant 1 heure sans te sentir mal à l'aise, anxieux ou vide ? Le silence est le terrain d'entraînement de ton caractère. C'est l'épreuve de résistance qui sépare ceux qui font du bruit de ceux qui laissent une empreinte. Il n'y a pas de raccourcis ici, il n'y a pas de validations externes qui comptent. Si tu as besoin qu'on t'encourage toutes les 5 minutes, si tu dépends de la conversation des autres pour te sentir vivant, alors tu es esclave de l'opinion publique, pas maître de ton destin. Utilise le silence comme un outil, pas comme une punition. Le silence t'expose, oui, mais il te permet aussi de voir les fractures de ton caractère, les dettes émotionnelles que tu traînes depuis des années, les décisions remises à plus tard qui pèsent de plus en plus. Il ne s'agit pas de devenir un ermite, mais d'apprendre à te tenir debout lorsque tout le monde disparaît. Car la vie, tôt ou tard, te laissera seul. Et à ce moment-là, il ne reste que 2 options. Tu t'effondres ou tu t'affirmes. Le silence
est l'investissement le plus difficile et le plus rentable que tu puisses faire en toi-même. C'est l'espace où la discipline s'entraîne, où la volonté cesse d'être un joli mot pour devenir un muscle réel, tangible. La plupart des gens cherchent des voies extérieures parce qu'ils ne supportent pas la leur. Ils se remplissent de bruit pour ne pas entendre les avertissements internes, les signaux que quelque chose ne va pas, qu'ils ont hypothéqué leur liberté pour un peu de confort et de compagnie superficielle. Ne commets pas cette erreur. Apprends à habiter le silence. Utilise ces moments pour examiner tes motivations, pour remettre en question tes propres excuses, pour décider une fois pour toutes qui tu veux être quand personne ne te regarde. Le silence est brutalement honnête. Il ne te félicite pas, il ne te console pas, il ne te ment pas. Mais si tu es capable de le supporter, de l'utiliser comme force intérieure, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin de demander la permission d'avancer. Les stoïciens ont compris que la véritable indépendance commence lorsque tu cesses de craindre le silence. Tu n'as pas besoin de plus de conseils, de plus de bruit, de plus de distractions. Tu as besoin de courage pour rester immobile et écouter ce qu'il y a vraiment en toi. Celui qui maîtrise le silence maîtrise sa vie. Le reste n'est que façade. 2. Décide ton propre rythme sans dépendre des autres. Parfois, je me surprends à regarder l'horloge juste pour vérifier si je suis en retard. C'est absurde, mais je le fais quand même. Il y a une impulsion silencieuse, presque automatique, qui me pousse à comparer ma vitesse à celle des autres, le rythme auquel les autres avancent, les objectifs qu'ils franchissent avant moi, la quantité de choses qu'ils publient, le bruit qu'ils font. C'est comme si ma valeur dépendait de courir au même pas, même si au fond de moi, je sens que je me désassemble chaque fois que j'essaie de suivre leur rythme. C'est inconfortable de l'admettre, mais la pression de ne pas vouloir sembler lent face au monde m'a conduit à prendre des décisions dont je n'avais pas besoin, à dire oui quand je voulais dire non, et à porter un poids qui n'était même pas le mien. Le corps le ressent d'abord, cette tension dans la mâchoire, les doigts qui tambourinent sur la table, le dos raide après une journée à poursuivre des attentes extérieures. Parfois, le seul son est celui de ma respiration accélérée, comme si l'anxiété avait besoin de me rappeler que je ne m'appartiens pas encore. Observer les autres avancer peut être inspirant ou peut être du poison, selon comment tu le regardes. Le problème n'est pas le monde qui se déplace à son propre rythme, mais le piège de sentir que tu dois danser sur la même musique, même si cela ne te plaît pas. Quand tu marches parmi des foules, tu remarques comment les gens ajustent leur vitesse au groupe. L'un accélère, tout le monde accélère, l'un s'arrête, tout le monde l'esquive. Peu de choses sont aussi difficiles que de maintenir ton pas quand tout indique que tu devrais te dépêcher ou t'arrêter. Mais c'est la différence entre un imitateur et quelqu'un qui est prêt à construire son propre chemin. La vraie vie n'apporte pas de signaux lumineux ni de chronomètre pour marquer le bon avancement. Elle exige que tu décides quand appuyer, quand attendre, quand changer de direction, même si personne n'applaudit. Et ce discernement, cette capacité à dire « c'est mon rythme et je le maintiens même si cela dérange les autres », se cultive les jours où tu choisis de ne pas courir juste parce que tout le monde court. Il ne s'agit pas de se rebeller par principe, ni de rejeter toute influence externe. Il s'agit de ne pas hypothéquer ta paix mentale pour le rythme des autres. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux sur l'importance de ne pas se troubler par ce que font ou ne font pas les autres. Et il le disait parce que le bruit extérieur ne disparaît jamais complètement. Il y aura toujours quelqu'un qui avance plus vite, quelqu'un qui semble avoir tout résolu, quelqu'un qui te fait sentir que tu es en retard. Mais si tu n'apprends pas à marquer ton propre rythme, tu deviens l'otage d'un scénario que tu n'as pas écrit. L'épuisement ne vient pas seulement du travail, il vient de l'auto-exigence inutile, de la peur de décevoir des attentes que tu ne partages même pas. Le résultat est une fatigue silencieuse, une sensation de dette qui ne se paie jamais parce qu'il y a toujours une nouvelle course à courir. La solitude choisie est le laboratoire où tu découvres ta cadence authentique.
Imagine-toi marchant seul sur une avenue vide à l'aube, sans montre, sans téléphone, sans personne n'attendant rien de toi. La tranquillité pèse différemment, l'air se sent plus dense et les pensées émergent sans filtre. Là, dans cet espace, tu peux te demander avec honnêteté: avançai-je parce que je le veux ou parce que j'ai peur de rester seul? C'est dans ce silence que se révèle la vérité inconfortable. Suivre le pas des autres est facile. Décider du tien est un acte de courage. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne va te donner ce contrôle intérieur. Les grands accomplissements ne naissent pas de la précipitation, mais de la constance. Maîtriser ton temps, c'est maîtriser ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton propre processus. Certaines personnes ne trouvent leur grandeur que lorsqu'elles cessent de regarder sur les côtés et commencent à écouter le pouls intérieur qui leur indique quand avancer et quand s'arrêter. C'est la véritable indépendance, avoir la force de décider de ta vitesse sans demander la permission, sans chercher de validation, sans peur de rester en arrière. Que ton avancée ne dépende pas des applaudissements ni du jugement, mais de ce que tu sais être nécessaire pour toi. Le rythme propre est un privilège qui se gagne avec discipline et honnêteté. Un pas ferme vaut plus que 100 courses vides. 3. Cultive la discipline loin des distractions. Lever le téléphone par habitude, ouvrir un réseau social sans réfléchir, laisser la télévision parler toute seule dans le salon pendant que tu fais semblant de te reposer. Il y a un schéma invisible dans tout cela. L'impulsion de chercher des distractions juste pour ne pas faire face à l'inconfort d'être avec soi-même, sans stimuli, sans récompense immédiate. L'esprit résiste au calme, parce qu'il sait que, dans cet espace, les manques de discipline deviennent évidents. Ce qui est facile, c'est de diluer les jours dans de petites évasions, de sauter d'une notification à l'autre, de remettre à plus tard ce qui est important, tout en te convainquant que tu es juste en train de te reposer. Mais au fond, tu le sais, chaque distraction que tu choisis est un abandon silencieux de ta propre force. Le confort est addictif, et la discipline demande toujours un prix plus élevé. Il faut reconnaître ce mécanisme interne, la tendance automatique à adoucir toute tâche exigeante avec des pauses inutiles, à justifier chaque minute improductive avec des excuses raisonnables. Il y a une voix qui te dit que tu pourrais commencer demain, que ce n'est pas grave si aujourd'hui tu cèdes un peu. Mais cette voix est experte en sabotage. Elle sait que la véritable difficulté n'est pas de commencer une tâche, mais de la maintenir quand personne ne te regarde. Le muscle de la discipline ne se renforce pas entouré de compliments ni sous la surveillance constante des autres. Il se construit dans cet espace où toi seul es témoin de tes décisions, où chaque petit effort compte ou diminue le bilan de ton caractère. Le véritable défi est de s'engager dans ce qui est nécessaire quand les distractions t'invitent à abandonner. Parfois, cela ressemble à porter un poids inutile, comme si l'exigence de la discipline était un fardeau imposé de l'extérieur. Mais la réalité est différente. La discipline qui n'est pas pratiquée dans la solitude s'effondre dès que la pression externe disparaît. Il est facile d'être constant quand quelqu'un attend des résultats, quand la reconnaissance ou la punition dépendent de l'effort. Ce qui est difficile, c'est de persister quand personne ne regarde, quand la seule récompense est de savoir que tu n'as pas trahi ton propre processus. Ici apparaît le conflit. Es-tu discipliné parce que tu veux avancer ou juste pour éviter le jugement des autres? C'est la question inconfortable qui ne se répond pas par des mots, mais par des actes répétés dans l'intimité de ta routine. Le stoïcisme ne promet pas de formule rapide, ni de motivation perpétuelle. Il enseigne l'importance d'établir des rituels personnels, de créer des habitudes qui ne dépendent ni de l'état émotionnel, ni de la présence d'autrui. Marc Aurèle a écrit que l'esprit qui se maîtrise est invulnérable au chaos extérieur. Mais cette maîtrise n'émerge que lorsque tu décides de protéger ton temps comme quelque chose de sacré. Lorsque tu comprends que chaque minute consacrée à la distraction est une dette envers ta propre volonté. La discipline est un investissement à long terme qui reçoit rarement des applaudissements.
Mais celui qui la cultive en silence, loin de la tentation de l'immédiateté, finit par acquérir un pouvoir réel. La capacité de faire ce qui doit être fait, même quand personne ne l'exige. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne se trouve souvent dans ces moments imperceptibles où tu choisis de travailler pendant que les autres se dispersent, dans les jours gris où tu préfères accomplir plutôt que de te laisser aller à l'apathie. Personne ne voit cette bataille quotidienne, mais le résultat se reflète tôt ou tard dans la qualité de tes réalisations et dans la solidité de ton caractère. Si tu cherches une discipline authentique, commence par fermer les portes à la distraction la plus accessible, par choisir le focus, même si cela coûte, par être le gardien de ton propre processus. L'autodiscipline n'est pas une vertu héritée, c'est une loyauté quotidienne envers ce qui compte vraiment. Sans témoin, sans applaudissements, sans excuses. Parce qu'au fond, seule la constance dans la solitude te libère de la dépendance et te permet de façonner la vie que tu souhaites. Choisis ton inconfort, celui de la discipline ou celui du regret. Personne ne va construire ton caractère à ta place. 4. Apprends à te soutenir émotionnellement seul. Te soutenir émotionnellement seul, c'est comme apprendre à marcher sur un pont sans rambarde. Chaque pas révèle combien tu fais confiance à ton propre équilibre. Il ne s'agit pas d'éliminer la possibilité de tomber, mais d'accepter que le vertige fait partie du processus. Lorsque tu dépends des autres pour te soutenir, tu remets le contrôle de ta stabilité à des facteurs que tu ne maîtriseras jamais complètement. L'autosuffisance émotionnelle n'est pas une armure impénétrable, mais la capacité de reconnaître tes émotions, de comprendre d'où elles viennent et de décider comment y répondre sans chercher des béquilles externes. Si chaque fois que l'inconfort se manifeste, tu recours à des messages, des distractions ou des validations rapides, tu renforces seulement l'idée que tu ne peux pas porter ton propre poids intérieur. Ici, la cause est claire. L'habitude de déléguer la responsabilité affective, d'attendre que quelqu'un d'autre te sorte du trou, de penser que le soulagement ne vient que de l'extérieur. Ce mécanisme, bien qu'il semble inoffensif, est un piège. Il te rend fragile, te laisse à la dérive chaque fois que la compagnie s'évapore ou que le soutien n'arrive pas à temps. La conséquence directe de ne pas apprendre à te soutenir seul est l'instabilité permanente. C'est passer d'un haut à un bas, dépendant de la présence, de l'humeur ou des paroles des autres pour remonter le moral. Il suffit que l'environnement échoue pour que le sol émotionnel s'effondre. Tout objectif, toute discipline, toute aspiration devient vulnérable si tu n'as pas la capacité de réguler tes états internes sans dépendre de qui tu as près de toi ou de la quantité de stimuli que tu consommes. C'est comme construire une maison sur un terrain meuble. Tout tremblement la fait vaciller. C'est pourquoi les stoïciens recommandaient d'examiner tes émotions comme si tu disséquais le mécanisme d'une montre, décomposer la réaction, observer la cause, identifier l'interprétation qui la soutient. Ce n'est pas une question de froideur ni de répression de ce que tu ressens, mais d'accepter que chaque émotion apporte un message et une responsabilité. Le dialogue intérieur remplace la recherche compulsive de réconfort externe. La question cesse d'être « qui m'aide à sortir de cela ?» et devient « que puis-je faire avec ce que je ressens ?» La décision stratégique est évidente. Investir dans ton propre équilibre au lieu de chercher que les autres le maintiennent pour toi. Cela signifie créer des systèmes personnels pour gérer tes réactions, concevoir des routines qui te permettent d'observer comment tes états mentaux changent au cours de la journée, et ne pas fuir les moments de vide ou de tristesse, mais les explorer sans panique. Prends le temps d'analyser l'origine de ton malaise, d'enregistrer des schémas, de comprendre quand et pourquoi l'anxiété ou le découragement surgissent. C'est inconfortable, mais c'est là que se forge la véritable force émotionnelle. Lorsque tu es capable de rester dans ton inconfort sans chercher une anesthésie immédiate. Te soutenir seul n'est pas synonyme d'isolement ni de dureté émotionnelle. C'est savoir que,
Quoi qu'il arrive autour de toi, tu as des ressources internes pour supporter la pression, l'incertitude ou la douleur sans t'effondrer, ni chercher un refuge instantané chez les autres. C'est la base de la résilience réelle. Savoir traverser le malaise, identifier le moment où tu as besoin d'agir et le moment où tu dois simplement supporter le poids jusqu'à ce que la tempête intérieure passe. L'indépendance émotionnelle ne se construit pas dans la théorie. Elle s'entraîne dans les jours où personne ne répond à tes messages, quand la solitude devient plus dense et que les doutes semblent se multiplier. C'est là que tu décides si tu te plonges dans la plainte ou si tu utilises le silence pour ajuster tes propres fondations. Le danger de ne pas le pratiquer est de rester à la merci de la volatilité de l'environnement, de la déception constante, de la sensation de vide qu'aucune relation, aussi profonde soit-elle, ne peut combler. Te soutenir émotionnellement seul est, au fond, l'acte de plus grand respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin que les autres valident ton processus, ni qu'ils te sauvent à chaque faux pas. L'autosuffisance n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Personne ne peut ressentir à ta place, personne ne peut porter ton propre poids intérieur. Le caractère se mesure dans les moments où il n'y a pas de témoin. Si tu cherches la stabilité, commence par la construire de l'intérieur. C'est la seule force qui ne s'effondre pas lorsque tout le monde s'en va. 5. Transformer l'isolement en connaissance de soi profonde. Personne ne veut accepter cela. L'isolement n'est pas une condamnation. C'est un miroir que vous ne pouvez ni briser ni couvrir. Celui qui fuit l'isolement fuit lui-même. Et cette évasion a un prix très élevé. Elle se paie par l'ignorance de vos propres limites, par une dépendance émotionnelle déguisée en sociabilité, par l'incapacité de répondre honnêtement à la question fondamentale de toute vie qui en vaut la peine. Qui es-tu quand personne ne te regarde ni ne te demande rien? Beaucoup se sentent à l'aise à pointer vers l'extérieur les raisons de leur stagnation. Peu ont le courage de rester seuls, le temps nécessaire pour découvrir que la racine de leur insatisfaction se trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ici que la plupart échouent. Au lieu de supporter le poids de la solitude, ils cherchent une anesthésie rapide dans la validation, les distractions, le bruit social. Il n'y a pas de connaissance de soi possible si votre premier réflexe est de fuir vous-même chaque fois que l'inconfort se présente. C'est inconfortable, oui, mais c'est nécessaire. Transformer l'isolement en connaissance de soi profonde exige discipline et une brutalité d'honnêteté envers soi-même, quelque chose que peu sont prêts à pratiquer. L'isolement vous expose à la vérité brute de vos pensées, de vos motivations et de vos peurs non résolues. Ne vous trompez pas, tant que vous continuez à utiliser le contact constant avec les autres comme un bouclier, vous ne saurez jamais où se terminent vos désirs et où commencent les attentes des autres que vous avez adoptées sans vous en rendre compte. Ici, il n'y a pas de place pour des masques qui vous protègent, ni pour des histoires que vous vous racontez pour justifier votre manque d'avancement. Ce que vous trouvez dans l'isolement peut vous déranger, voire vous effrayer, mais c'est le seul moyen d'identifier les schémas mentaux qui gouvernent réellement votre comportement. La superficialité s'effondre d'elle-même quand personne ne vous regarde. Et ce poids, cette fatigue que vous ressentez à la fin des journées vient souvent non pas du travail ni du manque de reconnaissance, mais de la dette accumulée par ne jamais vous affronter sérieusement. Le stoïcisme ne vous invite pas à idolâtrer l'isolement ni à rejeter le monde, mais il exige que vous utilisiez la solitude comme un outil de diagnostic et de transformation. Ce n'est pas un hasard si Marc Aurèle écrivait ses réflexions les plus lucides lors des nuits solitaires de campagne, ni si Épictète parlait de la liberté intérieure comme du seul bien qui ne peut être arraché. La solitude forcée vous brise si vous n'avez pas entraîné votre esprit à supporter le poids de vos propres questions. La solitude choisie, en revanche, vous permet de prendre le contrôle et de décider quelle partie de vous mérite d'être renforcée et laquelle doit tomber. La plupart choisissent la compagnie pour éviter ce processus, mais ce choix, répété à chaque petit moment, est un renoncement silencieux à sa propre grandeur. Seul celui qui ose rester seul, sans l'anesthésie de l'approbation ni le bruit de l'environnement,
finit par savoir vraiment où il doit travailler, ce qu'il doit guérir, ce qu'il doit abandonner. Ne vous méprenez pas. L'isolement n'est pas absence de vie. C'est l'espace où tout ce qui est secondaire s'efface et l'essentiel se révèle. C'est le laboratoire où l'on analyse les réactions, où l'on identifie les automatismes et où l'on décide, avec une brutalité claire, quel type de personne vous voulez construire. Si vous ne supportez pas le silence, si vous ne pouvez pas être avec vous-même sans chercher une issue, ce qui vous manque n'est pas la compagnie, c'est le caractère. Celui qui ne se connaît pas délègue son destin. Celui qui n'explore pas ses mécanismes internes répète toujours les mêmes erreurs. La connaissance de soi profonde ne s'acquiert pas en lisant des phrases motivantes, ni en accumulant des expériences superficielles. Elle se forge dans l'inconfort des longues journées et des nuits silencieuses, où chaque pensée devient un indice et chaque émotion un signal que vous ne pouvez ignorer. Vous n'avez pas le droit d'exiger de la clarté si vous ne vous êtes jamais donné le temps de la chercher dans la solitude. L'isolement n'est pas votre ennemi, c'est le terrain le plus fertile pour découvrir la vérité inconfortable de qui vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. Si vous fuyez cet espace, vous vous condamnez à vivre avec la version la plus faible et superficielle de vous-même. Prenez la responsabilité de votre processus. Restez seul le temps nécessaire, affrontez ce qui surgit et transformez-le en votre plus grand atout. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent toujours au même endroit se trouve là. Certains transforment l'isolement en connaissance de soi, les autres l'utilisent simplement comme excuse pour s'éviter. Ne soyez pas un de plus. Cultivez l'habitude de vous regarder sans filtre, d'analyser vos motivations, de confronter vos auto-illusions. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez construire une vie qui vous appartienne vraiment. Le confort ne vous rendra pas libre. La connaissance de soi, oui. 6. Renonce à la commodité pour une véritable croissance. Grandir vraiment signifie perdre le confort que tu valorises le plus. Il n'y a aucun moyen de l'éviter, ni de l'adoucir. Si tu veux avancer, tu devras sacrifier ce qui te garde tiède à l'intérieur. Observe une scène quotidienne, la maison silencieuse à la tombée de la nuit, la lumière filtrant à peine à travers les rideaux, le canapé t'attendant avec sa promesse de repos facile. Le téléphone vibre sur la table, le réfrigérateur émet son bourdonnement constant, tout semble conçu pour t'offrir refuge, pour te faire sentir en sécurité et distrait. Mais juste là, dans ce décor si familier, se cache le plus grand obstacle à ton progrès. Le désir que la transformation se produise sans inconfort, sans véritable renoncement, sans payer le prix de laisser ce qui te semble agréable, mais inutile. La commodité est collante, elle s'accroche à tes gestes, aux routines que tu répètes chaque jour sans remettre en question. Lorsque tu choisis le facile, tu remets à plus tard la version forte de toi-même. Personne ne se forge dans le plaisir continu. Le caractère se renforce sous pression, dans les matins où tu te lèves avant les autres, ou dans les soirées où tu choisis le travail silencieux pendant que d'autres se reposent. C'est là que se mesure si tu as ce qu'il faut pour grandir ou juste pour survivre. Visualise l'instant exact où tu décides de ne pas sortir t'entraîner, de ne pas écrire une page de plus, de ne pas t'asseoir pour revoir tes objectifs, parce que, aujourd'hui, tu n'en as pas envie. C'est à ce moment-là que tu perds du terrain. La renonciation à la commodité n'est pas un slogan vide, c'est une pratique qui se ressent dans tes mains, dans les jointures serrées de celui qui continue malgré tout, dans le dos droit quand tout invite à s'affaisser, dans le regard fixé sur un objectif que la plupart abandonneraient. Le corps ressent le prix de l'effort, le pouls accéléré, la sueur froide, la fatigue s'accumulant dans les muscles. Mais là, juste là, apparaissent les premiers signes de transformation. Chaque fois que tu choisis le chemin inconfortable, même pour quelques minutes de plus, tu construis une réserve de confiance que personne ne peut te donner. Le confortable te caresse, l'inconfort te renforce. La commodité est une cage avec des barreaux invisibles. Grabe-toi cette phrase, car rien ne te prive de tant de potentiel que l'habitude d'éviter le sacrifice.
La culture te vend le mythe que tu peux grandir sans sacrifier quoi que ce soit d'essentiel, qu'il suffit de le désirer ou de le visualiser fortement pour que la vie change. C'est un mensonge élégant qui te maintient immobile. Si tu observes bien, ceux qui avancent le plus sont ceux qui se mettent mal à l'aise chaque jour, celui qui quitte le lit avant l'aube quand le corps demande 5 minutes de plus. Celle qui éteint l'écran même si tout le monde continue à regarder, celui qui refuse l'invitation facile parce qu'il sait qu'il y a un devoir personnel qui pèse plus. La renonciation n'est pas la négation du plaisir, c'est un report intelligent. C'est comprendre que la valeur de ce que tu veux ne se mesure que par le prix que tu paies pour l'obtenir. Il n'y a pas de caractère sans privation, pas de clarté sans s'abstenir du superflu. Chaque décision inconfortable est un investissement silencieux dans la version de toi qui n'existe pas encore. Les stoïciens ne prêchaient pas la souffrance vide, mais le choix conscient de ce qui renforce même si cela dérange. La véritable croissance ne se produit jamais dans la zone de confort. Elle se forge le jour où tu choisis l'effort, quand tu pourrais céder, dans l'après-midi où tu restes à résoudre ce qui est difficile, pendant que d'autres cherchent une distraction. Regarde-toi avec honnêteté. Tes avancées les plus solides n'ont jamais été le fruit de la facilité, mais des moments où tu as préféré perdre un peu de confort pour gagner le contrôle sur toi-même. Le sacrifice n'est pas un malheur, c'est le signe que tu sais clairement ce que tu veux construire. Seul celui qui apprend à renoncer à la commodité pour une véritable croissance finit par laisser une empreinte. Le reste ne fait que décorer sa vie avec des excuses. L'inconfort est la porte que personne ne veut franchir, mais c'est la seule qui mène à la liberté intérieure. 7. Inspire par l'exemple, pas par la foule. Parfois, je reconnais en moi une résistance inconfortable à me démarquer par mes actions lorsque personne ne les regarde. Il y a une tension interne, presque imperceptible, qui me pousse à adoucir mes efforts s'il n'y a pas de témoin à proximité. Comme si la valeur de ce que je fais n'existait que lorsque d'autres peuvent le valider ou l'applaudir. C'est un piège mental que je connais bien. Une partie de moi veut croire que l'exemple a besoin d'un public, que cela ne compte que si quelqu'un prend note ou si ma conduite se traduit par une reconnaissance immédiate. Mais au fond, je sais que cette logique est une dette à laquelle tu devras toujours des intérêts, parce que si ta motivation naît de la foule, tu deviens prisonnier de son attention, et cela te rend plus faible que tu ne l'imagines. Le véritable conflit commence lorsque tu découvres qu'inspirer par l'exemple implique de renoncer à la fantaisie de l'influence massive et d'accepter le chemin beaucoup plus inconfortable de la cohérence invisible. Il n'est pas facile de se maintenir lorsque tout dans la culture te pousse à chercher des suiveurs, à multiplier les réactions, à mesurer ton impact en chiffres et non en intégrité. Tu sens que si tes efforts ne résonnent pas, alors peut-être qu'ils n'ont pas tant de valeur, et c'est là que l'insécurité s'infiltre. À quoi bon faire ce qui est juste si personne ne le voit? Mais cette question naît précisément de la peur de l'insignifiance, cette peur enfantine de passer inaperçu, de ne pas laisser une empreinte suffisante. Cependant, si tu examines honnêtement ce mécanisme, tu te rends compte qu'inspirer vraiment n'a jamais été une question de foule, mais de cohérence interne. La force d'un véritable exemple est qu'il ne s'ajuste pas au regard des autres. Il se maintient seul, même lorsque la salle est vide. La foule est toujours volatile. Elle t'offre son approbation aujourd'hui et te la refuse demain. L'exemple silencieux, en revanche, laisse une marque parce qu'il ne dépend pas de l'acceptation externe, mais de la conviction avec laquelle il se maintient au quotidien. C'est ici que la solitude devient une alliée. Sans le filtre du public, chaque acte doit être délibéré, non accidentel. Personne ne te surveille, personne n'attend rien de toi. Donc la seule validation possible est celle qui découle du fait que tu es resté fidèle à tes principes, même si personne ne le remarquait. C'est plus difficile, cela pèse plus, et c'est pourquoi cela vaut infiniment plus. Parce qu'inspiré par l'exemple dans la solitude est le plus dur des entraînements. Cela t'oblige à te maintenir à ton niveau, même si personne ne l'exige, à ne pas baisser la garde lorsque les caméras s'éteignent et que la foule se disperse.
C'est la différence entre le leader authentique et celui qui ne fonctionne que sous les projecteurs. L'un se nourrit de l'approbation, l'autre de sa propre exigence. La réalité est que la plupart des gens ne comprendront jamais que ton exemple le plus puissant se construit ces jours où personne ne te regarde. Lorsque la fatigue te murmure que tu pourrais céder et pourtant tu décides de continuer. La foule ne se souvient pas des gestes anonymes, mais ton caractère, lui, s'en souvient. Le véritable respect ne s'achète pas et ne se mendie pas. Il se forge dans le silence des petites décisions répétées. Fais ce qui est juste, même si personne ne le remarque. Cette phrase devrait être gravée dans la mémoire de quiconque aspire à laisser une empreinte réelle. Parce que seul celui qui agit avec intégrité sans témoin finit par inspirer, peut-être pas des foules, mais ceux qui cherchent vraiment un modèle différent. Le stoïcisme est clair à ce sujet. L'exemple est une responsabilité personnelle, pas une stratégie de marketing. Marc Aurèle n'écrivait pas pour que des millions le lisent, mais pour entraîner son propre esprit à la discipline d'agir toujours conformément à ses valeurs, même si personne ne le félicitait. Cette cohérence, maintenue sans public, est celle qui transforme non seulement ta vie, mais à long terme, celle de ceux qui t'entourent. Ne cherche pas la foule, cherche la solidité interne qui fait que ton exemple se maintienne même dans l'anonymat. La véritable inspiration n'a pas besoin de scène. La plupart poursuivent des suiveurs. Ceux qui changent vraiment quelque chose ne s'occupent que de ne pas se trahir eux-mêmes. Prends soin de ton exemple, même si personne ne le voit. C'est la seule influence qui compte vraiment. 8. Engage-toi dans ton processus de transformation. Tu es assis devant le bureau et tu examines une fois de plus la feuille blanche, les tâches à accomplir, la liste d'objectifs qui semble se multiplier chaque semaine. Le téléphone vibre, le message arrive, la tentation de remettre à plus tard ce qui est important s'immisce entre les tâches et la discipline. Tu sais que tu pourrais te distraire maintenant, que personne ne t'exige d'avancer à cet instant, que tu pourrais tout laisser pour plus tard et rien ne se passerait immédiatement. Mais c'est ici que se séparent ceux qui s'engagent dans un véritable processus de transformation et ceux qui ne font qu'accumuler de bonnes intentions. L'engagement n'est ni une émotion ni une inspiration soudaine. C'est une série de décisions concrètes, répétées chaque jour, qui définissent si tu restes dans le cycle habituel ou si tu franchis le seuil de l'inconfort pour devenir quelqu'un de différent. Le processus de transformation exige une attention chirurgicale sur toi-même, un examen froid des mécanismes internes qui ont tendance à te saboter. Procrastination déguisée en fatigue, auto-illusions qui adoucissent la culpabilité, justifications qui finissent par s'accumuler en dette envers toi-même. Si tu ne reconnais pas ces schémas, le changement ne passe jamais de la théorie. S'engager dans ton processus de transformation signifie accepter une bonne fois pour toutes que personne ne va te sauver, ni porter ton poids à ta place. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni de chercher des garanties externes. Le seul environnement qui compte est celui que tu construis avec tes habitudes et tes décisions quotidiennes. La différence essentielle réside dans le fait de cesser de négocier avec les excuses et de commencer à rendre des comptes uniquement à toi-même. La connaissance de soi devient inutile si tu l'utilises pour expliquer tes limites sans remettre en question comment les surmonter. C'est pourquoi le processus de transformation est inconfortable. Il t'oblige à cartographier avec lucidité les zones où tu as tendance à céder, les endroits où tu préfères le confort à l'exigence, les routines qui te maintiennent exactement là où tu es. La solitude n'est pas une punition, c'est l'espace opérationnel où tu peux ajuster chaque engrenage de ton comportement, sans interférence ni validations extérieures. C'est le terrain où la discipline cesse d'être un désir abstrait et devient un système d'action intentionnel. Une erreur courante est de penser que l'engagement est une question de force de volonté spontanée. La réalité est bien plus structurée. Il s'agit de concevoir des systèmes personnels, de créer des rappels, d'établir des conséquences pour toi-même lorsque tu échoues,
d'isoler le minimum d'espace nécessaire pour examiner tes progrès sans filtres externes. La transformation ne se réalise pas par de grands gestes isolés, mais par l'accumulation de petites décisions que tu maintiens même lorsque la fatigue et la frustration insistent sur le fait que c'est déjà suffisant. Dans chaque choix quotidien se définit l'ampleur réelle de ton changement. Céder une fois facilite le fait de céder toujours. Accomplir une fois pave le chemin vers la constance. Ici, il n'y a pas d'applaudissements, pas de médaille, seulement la satisfaction silencieuse de savoir que tu réduis l'écart entre qui tu es et qui tu souhaites devenir. S'engager dans ton processus implique d'identifier quelles habitudes tu dois briser et lesquelles tu dois renforcer, sans adoucir l'analyse ni chercher des raccourcis. La transformation exige une honnêteté brutale, enregistrer tes avancées et tes reculs, reconnaître que le progrès réel est irrégulier et qu'il y aura des rechutes. Il ne s'agit pas de perfection, mais de persistance consciente. Les personnes qui atteignent des changements profonds le font parce qu'elles transforment l'inconfort en allié, parce qu'elles comprennent qu'à chaque fois qu'elles résistent à la tentation d'abandonner, elles renforcent le muscle de l'autodirection. La discipline quotidienne est la racine de toute transformation. Cette phrase n'est pas seulement une citation à répéter à voix haute, c'est le filtre que tu dois utiliser pour évaluer si aujourd'hui tu as fait ce qu'il fallait ou seulement ce qu'il fallait pour te sentir tranquille. L'engagement authentique ne dépend ni de témoins ni de récompenses immédiates. C'est un investissement à long terme qui se nourrit de la clarté de tes motivations et du rejet de la médiocrité fonctionnelle. Chaque jour est une occasion d'ajuster le cap, de corriger ce qui a échoué hier et de soutenir ce qui est encore difficile. La transformation est un processus itératif, pas un événement unique. Elle nécessite de revoir, de corriger, de réessayer, sans drame et sans concessions inutiles. Si tu veux avancer, assume la responsabilité totale de ton processus. Personne ne le fera à ta place. L'engagement n'attend pas de compagnie. Il travaille en silence, paie le prix et récolte les résultats. Si tu cherches des résultats différents, engage-toi sans négocier. Le changement se construit dans la solitude, mais se reflète dans tout ce que tu fais. Ce n'est ni le manque d'opportunités, ni la malchance, ni le destin qui maintient la plupart des gens piégés dans une vie qu'ils ne reconnaissent pas comme la leur. C'est le désordre, le manque de décision et l'habitude de se laisser porter par l'inertie jour après jour, jusqu'à ce que le coup psychologique devienne une dette impossible à ignorer. Chaque fois que tu te convaincs que demain tu commenceras, chaque fois que tu cherches une excuse pour reporter ce que tu sais être urgent, tu continues à t'entraîner à l'art de saboter ta propre avancée. Personne ne viendra te sauver du chaos que tu nourris toi-même. Le véritable changement ne commence pas par de belles phrases, ni par des promesses de nouvel an, mais par une auto-évaluation brutale et la disposition à laisser derrière soi ce qui ne sert plus, même si cela fait mal, même si cela te laisse seul, même si tu dois renoncer à de vieux mécanismes mentaux qui te donnaient une fausse sensation de sécurité. Si tu veux que 2026 soit différent, prépare-toi à cesser d'improviser et à embrasser l'inconfort de la discipline. Il n'y a pas de transformation sans structure. Il n'y a pas de liberté sans limite claire. Tu devras apprendre à protéger ta paix comme si c'était ta ressource la plus précieuse, à organiser ta vie, même si cela signifie laisser derrière toi des personnes, des routines et des lieux qui ne t'apportent plus rien. Ce n'est pas une vidéo pour te sentir bien pendant quelques minutes. C'est une invitation à fracturer le caractère faible et à construire, dès aujourd'hui, une vie qui ne dépende ni de la motivation, ni des applaudissements extérieurs. Si tu veux une transformation réelle, prépare-toi à agir dans le silence et à laisser les faits parler. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire mieux. Discipline, détachement et structure, le reste n'est que du bruit. 1. Évalue ta situation avec une brutalité honnête. La plupart préfèrent se mentir plutôt que d'accepter ce qu'ils sont vraiment. Ils préfèrent déguiser l'insatisfaction avec des distractions. 2. Évalue ta situation avec une brutalité honnête. La plupart préfèrent se mentir plutôt que d'accepter ce qu'ils sont vraiment. Ils préfèrent déguiser l'insatisfaction avec des distractions. 3.
maquiller le désordre avec des excuses et justifier le stagnation avec des explications de plus en plus alambiquées. Mais cette stratégie, si l'on peut l'appeler ainsi, ne fait que t'enfoncer plus profondément dans la médiocrité. Pour chaque jour où tu évites de regarder ta situation en face, la dette envers toi-même grandit. Peu importe combien tu l'ignores, ni combien de rationalisation tu construis. La réalité est toujours là, attendant que tu prennes la décision de l'affronter sans filtre ni anesthésie. Le premier pas vers toute transformation réelle est de te défaire du masque de l'auto-tromperie et de voir, avec une brutalité honnête, où tu te trouves. Pas où tu aimerais être, ni où tu penses que tu serais si tout s'était passé différemment. La question centrale est, qu'as-tu vraiment construit jusqu'à aujourd'hui? Quels sont les résultats tangibles de tes décisions, de tes habitudes et de tes priorités? Arrête de répéter que tu fais de ton mieux si au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. Arrête de te cacher derrière la fatigue, le stress, le manque de temps. Tant que tu continues à justifier ce qui ne fonctionne pas, tu continueras à répéter les mêmes comportements qui t'ont amené ici. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller ni de dramatiser, mais d'admettre, sans embellissement, l'état réel de ta vie. Le corps que tu as, la santé que tu maintiens tant bien que mal, l'argent que tu n'arrives pas à conserver, les relations qui survivent à peine, la discipline qui n'apparaît que sous pression extérieure. Combien de ta vie est le résultat de décisions conscientes et combien est simplement de l'inertie? Si cela te fait mal de l'entendre, tant mieux. La douleur est l'alarme qui indique que quelque chose a besoin de changer en profondeur. La brutalité de l'honnêteté personnelle n'est pas de la cruauté, c'est un outil. C'est le scalpel qui coupe l'illusion pour laisser voir la blessure. Personne ne va te sauver de tes propres mensonges. Personne ne va mettre de l'ordre dans ta vie si tu n'as pas le courage de reconnaître le désordre. La clarté fait mal, mais elle libère. Aucun progrès n'est possible si tu insistes à adoucir la vérité sur ton point de départ. C'est le moment de laisser tomber les justifications, de regarder ton solde réel, sans attente ni désir d'impressionner qui que ce soit. Ce que tu ne assumes pas te contrôle. Ce que tu ne reconnais pas pourrit et se multiplie. Si tu veux que 2026 soit différent, commence par te regarder avec la dureté nécessaire pour cesser d'être victime de tes propres distorsions. Ton progrès commence là où le mensonge se termine. 2. Définis ce que tu ne tolères plus. Le réveil sonne et automatiquement, tu tends la main pour l'éteindre. Tu regardes le plafond un moment, repassant mentalement les obligations de la journée. Et dès le départ, tu ressens ce poids familier. La précipitation habituelle, les tâches qui s'accumulent, cette sensation que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais pas vraiment quoi. Tu passes devant le miroir et évites de trop te regarder, te convainquant qu'il n'y a pas de temps pour penser à ce qui te dérange. La routine t'entraîne et sans t'en rendre compte, tu finis par accepter de petits inconforts, des renoncements quotidiens, des concessions qui s'accumulent, jusqu'à ce que tout devienne une habitude invisible. C'est ainsi que fonctionne la tolérance au désordre. Ce n'est pas une grande décision, c'est le résultat de 1000 micro-décisions qui ne coûtent pas cher immédiatement, mais qui te vident lentement de ton énergie, de ton estime de soi, de ta clarté. L'esprit est habile à s'adapter à ce qui est familier, même si c'est toxique ou limitant. Si tu permets que l'inconfort devienne la norme, tu finis par cesser de le remettre en question. Tu commences à justifier l'injustifiable, la fatigue perpétuelle, la relation qui te pompe, le travail que tu détestes, le corps qui s'affaiblit parce que c'est la vie. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas tant la situation qui te dérange que ta propre permissivité. Ce qui est dangereux, ce ne sont pas les circonstances difficiles, mais tout ce que tu permets de rester quand tu ne devrais plus. Définir ce que tu ne tolères plus n'est pas un acte de colère, c'est le démarrage d'une limite interne. C'est prendre conscience que la tolérance est un investissement. Chaque jour où tu supportes ce qui te diminue, tu laisses moins de place à ce qui te valorise. Le conflit surgit lorsque ton esprit cherche des raccourcis pour ne pas affronter le vide de rompre avec ce qui est connu.
La peur de perdre ce qui est à peine stable devient l'excuse parfaite pour continuer à admettre de petites trahisons à ton bien-être. C'est pourquoi tu dois te poser la question avec la même brutalité que celle avec laquelle tu as analysé ton point de départ. Quel comportement, situation ou personne n'ont plus la permission de rester dans ta vie? Il ne s'agit pas de faire une liste, mais de tracer avec détermination ta ligne de non-retour. Il y a des habitudes qui ne méritent pas une autre chance, des environnements qui ne nourrissent que ton insécurité, des pensées qui te maintiennent dans un cycle d'auto-justification. Tu dois apprendre à cesser de négocier avec ta propre fatigue. Ce que tu tolères aujourd'hui, demain deviendra ton standard de vie. La discipline authentique commence lorsque tu cesses de justifier ce qui te fait mal. Il ne suffit pas de savoir ce qui te fait souffrir. Il faut décider que tu ne vas plus le permettre. Le respect de soi se construit ainsi, non seulement parce que tu fais, mais parce que tu n'acceptes plus. Tolérer moins, c'est commencer à te respecter davantage. 3. Construisez des habitudes avant de chercher la motivation. Je vais être honnête. Pendant des années, j'ai cherché des excuses pour ne pas affronter la véritable origine de ma paralysie. Je disais qu'il me manquait d'inspiration, que si je trouvais la bonne motivation, alors je commencerais à changer ma vie. Mais au fond, je le savais, cet élan euphorique que j'attendais n'allait jamais arriver de manière magique ou soutenue. Le reconnaître fait mal, mais cela libère aussi, parce que la vérité inconfortable est que la motivation est la ressource la plus instable et traîtresse que tu puisses espérer pour soutenir tout changement réel. C'est une étincelle qui s'éteint rapidement, un pic émotionnel qui ne dure que quelques heures ou quelques jours, et ensuite tu te retrouves à nouveau au même point de départ, avec la frustration renouvelée et la dette interne plus lourde. L'esprit, accro aux gratifications rapides, te vend l'idée que quand tu te sentiras prêt, alors tu réussiras. Mais ce moment n'arrive jamais tout seul. La plupart des gens restent à attendre, à procrastiner, à accumuler culpabilité et déception. L'essentiel, même si cela fait mal à l'admettre, est que tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour commencer quelque chose d'important. Tu as besoin de structure. Quand tu analyses les jours où tu as vraiment avancé, ce n'était presque jamais parce que tu te sentais inspiré. C'était parce que tu t'es imposé une routine, que tu as agi même si cela te déplaisait, parce que tu as eu le caractère d'aller à l'encontre du désir de procrastiner. Là se trouve le véritable muscle que tu dois entraîner. La capacité de faire ce que tu as dit que tu ferais, même si le corps ou l'esprit veulent négocier une sortie facile. La motivation est un luxe, l'habitude est l'outil. Si tu dépends des états d'âme, ta vie sera une succession d'essais interrompus, de projets inachevés et de promesses vides. L'habitude, en revanche, est la discipline automatisée. Tu le fais parce que c'est déjà une partie de ton identité, pas parce que chaque jour tu te demandes si tu en as envie. Arrête d'attendre le moment parfait, construis-le. Si tu veux que ton avancement soit stable, tu as besoin de systèmes qui fonctionnent même quand ton moral est au plus bas. Pense à tes habitudes comme à un filet qui te soutient quand tout le reste échoue. Tu te lèves, tu agis, tu avances, même si le reste de ta vie est un chaos temporaire. C'est là que la transformation devient inévitable, car elle ne dépend plus de ton état émotionnel, mais des fondations que tu as installées jour après jour, peu importe le bruit extérieur ou les excuses internes. Quand l'habitude prend le contrôle, la motivation devient irrélévante. Fais ce qu'il faut, même quand tu ne ressens rien. Tu n'es pas tes émotions passagères, tu es ce que tu répètes chaque jour. Ce qui va te changer, ce n'est pas l'enthousiasme d'un lundi, mais la constance brutale de tous les mardis gris. Attendre de te sentir prêt est le piège le plus coûteux. La discipline est plus forte que n'importe quel désir momentané. 4. Organise ta vie. Ne fais pas d'improvisation. Il y a ceux qui vivent chaque jour comme s'ils lançaient des pièces éparses d'un puzzle sur une table, espérant qu'au hasard, une image cohérente se forme. Ils se déplacent entre tâches,
engagement et urgence, comme quelqu'un qui essaie d'assembler un mécanisme sans instruction, vissant des pièces à la volée, oubliant des vis dans leur poche, laissant des trous non vérifiés. Cette dispersion se remarque dans le regard, des yeux sautant d'un écran à l'autre, des mains consultant le téléphone pendant que la nourriture refroidit, des pensées fragmentées qui n'atterrissent jamais vraiment. Ce n'est pas un hasard si l'anxiété domine ceux qui improvisent leur vie. Le désordre n'est pas seulement externe, c'est un bruit de fond qui épuise, une pression invisible qui s'accumule derrière les yeux et à la base du cou, chaque fois que tu oublies ce que tu allais faire, chaque fois que tu sautes d'une tâche inachevée à une autre que tu laisseras également à moitié faite. Ainsi, la confiance en soi s'érode. Quand chaque jour est une collection d'essais dispersés, la fatigue se multiplie et les résultats semblent toujours lointains. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est la seule défense réelle contre l'entropie quotidienne. Il n'y a rien d'héroïque à vivre en éteignant des incendies tout le temps, ni à se vanter de la capacité à résoudre des crises de dernière minute. Ce n'est pas de la résilience, c'est un épuisement chronique déguisé en efficacité. Celui qui vit sans structure dépend du hasard et de l'énergie du moment, mais l'énergie s'épuise et le hasard ne joue jamais indéfiniment en ta faveur. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à concevoir tes journées avec la même précision qu'un artisan aiguise ses outils chaque matin. Planifie, même si cela coûte. Fixe des horaires, même si cela dérange. Définis des priorités et respecte-les comme si ta vie en dépendait, car en partie, c'est le cas. L'organisation se ressent dans le corps. Tu le remarques quand ton bureau est propre et que chaque chose a sa place, quand ton agenda reflète non seulement des obligations, mais aussi des espaces pour réfléchir, pour te déplacer, pour te reposer. La clarté externe ordonne l'esprit. Tu n'es pas productif par accident. Tu l'es parce que tu décides chaque nuit ce que tu vas attaquer le lendemain, parce que tu réduis les possibilités de distraction, parce que tu transformes tes routines en rituels de progrès. L'improvisation est le chemin le plus court vers la stagnation. La structure est le seul pont vers une transformation réelle. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un agenda bien utilisé ou d'un espace dégagé. Fais de l'organisation un acte de respect de soi, pas seulement une stratégie d'efficacité. Le chaos ne se combat pas par la volonté, mais par des systèmes. Ce que tu ne planifies pas te sabote en silence. L'ordre est ton bouclier contre la médiocrité. Personne ne construit une vie solide sur la base d'essais aléatoires. Si tu veux que ta vie change, commence par cesser d'improviser. L'avenir appartient à ceux qui entraînent la discipline de mettre chaque pièce à sa place. 5. Protège ton énergie avec des limites fermes. Tu ne dois ton énergie à personne. C'est aussi simple que cela, aussi inconfortable. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental, ton temps ou ton attention à des demandes extérieures que tu ne choisis pas consciemment, tu hypothèques ton avancement pour payer des dettes émotionnelles qui ne te concernent même pas. Les gens autour de toi se sont habitués à te demander plus que ce que tu te donnes à toi-même. Ils te chargent de leurs attentes, de leurs urgences, de leurs problèmes non résolus, et toi, par habitude ou peur de décevoir, tu laisses la porte ouverte et tu permets à ton agenda de devenir une décharge d'affaires étrangères. Jusqu'à quand vas-tu continuer à offrir tes heures et ta paix pour soutenir le confort de ceux qui ne se soucient même pas de protéger le tien? La vérité est brutale. Si tu ne mets pas de limites strictes, ta vie sera une extension de la volonté des autres, assez de déguiser la soumission en empathie ou l'épuisement en être une bonne personne. Tu n'es pas ici pour être le matelas émotionnel de tout le monde, ni le pompier de chaque incendie étranger. Protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme, c'est une survie psychologique. Tu n'as pas l'obligation de répondre à chaque message, d'assister à chaque invitation, de résoudre des problèmes que tu n'as pas causés, ni de porter des frustrations qui ne te concernent pas. Chaque oui automatique que tu donnes est une renonciation silencieuse à ce qui compte vraiment pour toi. C'est ainsi que se forme la fracture du caractère, en cédant, en acceptant, en permettant. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de comprendre que ton temps est une ressource non renouvelable et ton énergie,
un capital que personne ne te rendra si tu le gaspilles. Si tout le monde a un accès illimité à toi, ta vie devient un terrain public où n'importe qui peut entrer, salir et sortir sans conséquence. Te surprend-il d'être fatigué, dispersé ou sans élan vital? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat direct de ne pas défendre tes frontières personnelles. Mets des limites. Fais-le même si cela fait mal, même si on t'appelle égoïste, même si on t'accuse d'avoir changé. Changer est précisément ce qui est urgent lorsque tu réalises que vivre en plaisant à tout le monde t'a laissé vide. La paix intérieure ne se négocie pas. Personne ne respectera ton temps si tu n'es pas le premier à le protéger. Arrête de justifier l'épuisement comme si c'était une médaille. Arrête d'accepter des relations, des responsabilités et des demandes qui ne te font que du tort. L'énergie que tu perds dans des batailles étrangères est celle qui te manque pour construire ta propre avancée. Si respecter tes limites dérange quelqu'un, c'est la preuve qu'elles étaient nécessaires. Ne vis pas en fonction de l'approbation de ceux qui bénéficient de ta faiblesse. Le respect de soi n'est pas optionnel. La discipline de protéger ton énergie est le filtre qui sépare l'essentiel de l'irrélevant. La vie ne va pas t'attendre pour que tu apprennes cela par les bonnes manières. Celui qui n'apprend pas à dire non finit par vivre une existence qu'il n'a pas choisie. 6. Détache-toi de ce qui ne compte plus. La vérité est celle-ci. Une grande partie de ce que tu portes ne t'appartient plus, mais tu t'accroches par habitude ou par peur. Tu t'es habitué à avancer avec un poids mort, des relations qui n'avancent pas, des habitudes qui te drainent, des routines qui existent seulement parce que tu n'as pas eu le courage de les lâcher. Il y a une inertie psychologique qui te pousse à défendre ce que tu connais, même lorsque cela te freine. Ce n'est pas que tu ne sais pas ce qui te pèse, c'est que tu te convaincs que tu as encore besoin de cela pour te sentir en sécurité, même si, au fond, tu reconnais que ce n'est qu'un fardeau. L'attachement à l'inutile est l'un des pièges les plus profonds de l'esprit. Tu justifies ce qui ne fonctionne plus parce que le laisser partir semble être une perte, alors qu'en réalité, c'est le seul mouvement qui te libère de l'espace pour quelque chose de mieux. C'est ainsi que fonctionne l'autotromperie. Tu te convaincs que cela changera, que cela sert encore, que mieux vaut le mal connu. Et pendant ce temps, ton avancée stagne sous le poids de l'inutile. Il existe des mécanismes internes qui rendent le détachement difficile. L'un d'eux est la nostalgie de ce qui a un jour fonctionné. Un autre est la culpabilité déguisée en responsabilité. Tu crois qu'abandonner une relation, un projet ou une routine ratée est une trahison, alors qu'en réalité c'est un acte d'honnêteté envers toi-même. La peur de rester seul, de ressentir le vide laissé par ce que tu lâches, te pousse à remplir tes journées d'occupation inutiles et de conversations épuisantes. Il est plus confortable de maintenir ce qui n'apporte plus que d'affronter le silence du nouveau. Mais le confort est un poison lent. Il t'anesthésie et te vole la faim de grandir. Chaque jour que tu retardes la coupure définitive, ton énergie se disperse et ta clarté s'éteint. Reconnaître ce qui ne compte plus nécessite une brutalité d'autosurveillance. Il ne suffit pas de ressentir de l'irritation ou de la fatigue. Tu dois identifier avec précision quelles relations, activités et pensées n'existent que par peur du changement. Il est difficile d'accepter que bien souvent, la majeure partie de ton épuisement provient de ne pas lâcher ce qui est évident. L'attachement est l'addiction à ce que l'on connaît, même si cela fait mal. L'esprit te vend l'idée que quelque chose d'essentiel mourrait si tu coupes les ponts, mais ce qui meurt, c'est la version de toi qui a choisi de rester immobile. Se détacher n'est pas simple. C'est une décision inconfortable qui ressemble à une amputation, mais c'est aussi le seul chemin vers une véritable légèreté. Tu n'as pas besoin de porter tout ce que tu as été. L'avancée nécessite de l'espace, et l'espace se conquiert en laissant aller. La phrase est simple. Ce qui ne compte pas gêne. Ne t'habitue pas à la saturation, ni à la compagnie qui épuise, ni au prétexte qui te diminue. La liberté commence quand tu cesses de protéger ce qui ne fait que prendre de la place.
Ta vie ne changera pas tant que tu continueras à défendre ce qui est déjà périmé. Ce que tu choisis de lâcher aujourd'hui est l'investissement le plus courageux pour ton avancée de demain. 7. Agis en silence. Laisse les faits parler. Tu entres dans une réunion et tu entends quelqu'un raconter, avec une fierté à peine dissimulée, chaque petit effort qu'il a fourni durant la semaine. Il détaille ses plans, ses sacrifices, énumère les projets qu'il va commencer, les habitudes qu'il est en train de construire, les limites qu'il envisage de mettre en place. Il ne faut pas longtemps avant que tu ne remarques le schéma. La plupart préfèrent annoncer leurs intentions plutôt que d'agir en silence. C'est un phénomène presque automatique. Nous recherchons l'approbation pour nos plans avant même de commencer à les exécuter, comme si la validation externe était un avant-goût de la réalisation réelle. Mais ce besoin de raconter ce que tu vas faire est l'un des raccourcis les plus dangereux pour la discipline. Le cerveau reçoit une petite dose de satisfaction simplement en parlant de ce que tu vas accomplir, et cela affaiblit l'urgence de le faire vraiment. Ainsi s'installe l'auto-illusion. L'exposition remplace l'action, la promesse occupe la place du résultat, et tu t'habitues à recevoir de la reconnaissance pour des intentions vides. Le mécanisme sous-jacent est clair. Lorsque tu parles avant d'agir, tu transformes l'avancement en un spectacle. Tu cherches des témoins, mais tu deviens dépendant de leurs réactions. Ta motivation cesse d'être interne et se transforme en un reflet de l'attention ou des applaudissements que tu reçois. C'est un piège subtil. Chaque fois que tu exposes ton processus, tu ouvres la porte au jugement et à la pression externe, mais aussi à la complaisance. Si tu reçois des éloges trop tôt, ton esprit interprète que tu as déjà accompli, même si en réalité tu n'as pas bougé une seule brique. C'est pourquoi le chemin le plus solide est celui du travail silencieux. Laisse les faits être ton argument. Personne ne peut discuter avec les résultats. Analyse tes journées. Combien de fois annonces-tu ce que tu vas changer, ce que tu vas laisser derrière, les objectifs que tu penses atteindre, juste pour ensuite te perdre dans des excuses ou dans la routine habituelle? Le temps que tu passes à parler de ce qui vient est un temps que tu voles à la construction réelle. La discipline n'a pas besoin de témoins. La force se cultive en privé, sans le publier, sans chercher des tapes dans le dos. C'est un entraînement psychologique. Tu fermes la bouche, tu baisses la tête et tu exécutes sans bruit. Ainsi, tu blindes ton caractère et évites la dispersion que génère le désir d'impressionner les autres. Le véritable progrès a une seule signature, la preuve concrète. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu soutiens jour après jour. La conséquence directe d'agir en silence est la solidité interne. Tu ne deviens pas dépendant de la reconnaissance ni vulnérable à la critique. Tu te concentres sur la construction, pas sur la démonstration. Lorsque les résultats commencent à apparaître, tu n'as pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Le changement parle de lui-même. La transformation réelle n'est pas un spectacle. Le calme est force. Ton avancement vaut le double lorsque personne ne l'a vu venir. 8. Priorise ton corps, ta santé et tes finances. Je n'ai jamais aimé admettre cela, mais pendant des années, j'ai traité mon corps comme s'il n'était qu'une extension de ma volonté, quelque chose que je pouvais exiger sans limite ni conséquence. Je me levais à la hâte, je prenais n'importe quel petit déjeuner ou je le sautais simplement. Je ressentais la tension s'accumuler dans le cou et les épaules, mais je continuais à serrer les poings, ignorant les signaux. Je croyais que l'esprit pouvait compenser toute fatigue physique. Je me répétais que je dormirais plus tard, que la fatigue était normale, que le mal de tête n'était qu'un petit problème. Quand j'ouvrais le relevé de compte et vérifiais le solde, je ressentais une douleur d'anxiété dans l'estomac, mais je préférais détourner le regard et me promettre que le mois prochain serait différent. C'est ainsi qu'on perd la connexion avec l'essentiel. Le corps qui soutient chaque jour, la santé qui demande silencieusement de l'aide, la tranquillité de savoir que tes finances ne sont pas une menace latente. On s'habitue à fonctionner avec le minimum, tandis que l'usure devient partie du paysage. Ce que personne ne te dit, c'est à quelle vitesse cette fragilité se normalise. Tu commences à remarquer que tu manques d'air en montant un court escalier,
que tu as du mal à te concentrer après-midi, que la nourriture rapide et le café deviennent des solutions inévitables. Tu vois ton reflet dans la vitrine d'un magasin et tu remarques la fatigue dans ta posture, dans la façon dont tu portes ton sac à dos ou te courbes devant le téléphone. La santé ne s'effondre pas en un jour, elle s'infiltre par de petites négligences, des postures forcées sur la chaise, des nuits mal dormies, des excuses pour ne pas bouger, des factures non vérifiées qui s'accumulent jusqu'à devenir une préoccupation chronique. Il n'y a pas de véritable avancée si la base est fissurée. Tu peux faire semblant d'être fort, mais ton corps et ton argent finissent toujours par révéler la vérité. La discipline commence par les bases. Prendre soin de ton corps n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. Bien manger, bouger chaque jour, dormir suffisamment, ce ne sont pas des luxes, ce sont la structure invisible qui soutient tout le reste. Il en va de même pour tes finances. Chaque dépense irréfléchie, chaque dette que tu ignores, chaque fois que tu remets à plus tard l'organisation de ton budget, c'est une fracture qui s'agrandit. Vivre en mode survie n'est digne de personne qui souhaite avancer. L'autocontrôle ne se démontre pas seulement dans l'esprit, mais dans ce que tu choisis de manger, dans la façon dont tu te rétablis, dans la façon dont tu prends la responsabilité de ton argent. Ton progrès est aussi fort que ta base physique et financière. Ne te trompe pas. Corps faible, esprit dispersé et portefeuille vide sont le trio parfait pour la stagnation. Fais du respect de ta santé et de ton argent une norme, pas une exception. Le corps est ton seul foyer. Tes finances, ta seule défense contre l'incertitude. Sans ces deux piliers, toute tentative de changement profond est une illusion. Ne négocie pas avec ton bien-être fondamental. L'auto-soin n'est pas de l'égoïsme, c'est la racine de toute discipline. La phrase est simple. Ton avancée commence par ce que tu choisis de soutenir, pas par ce que tu rêves seulement d'accomplir. 9. Maintiens une stabilité émotionnelle face au chaos. Ton esprit est une machine d'urgence mal calibrée. La moindre étincelle de chaos dans l'environnement active immédiatement des alarmes exagérées, des réactions automatiques, un défilé d'émotions qui rivalisent pour contrôler tes décisions. Si tu laisses cette usine interne fonctionner sans discipline, chaque contretemps, chaque mot mal placé, chaque minime signal d'incertitude devient un incendie qui paralyse ton avancée. Il ne s'agit pas d'être positif, ni de feindre le calme, alors que tu es en train de t'effondrer intérieurement. Il s'agit de comprendre que tes émotions ne sont pas des chefs, mais des indicateurs. Le problème survient lorsque tu confonds alarme et sentence et que tu laisses une réaction émotionnelle momentanée ruiner des semaines d'efforts. Si tu ne t'entraînes pas à la stabilité, tu deviens l'otage de tes propres impulsions. Chaque fois qu'une frustration te tire vers le bas, chaque fois qu'une mauvaise nouvelle te désarme, tu montres que tu n'as pas le contrôle. Tu es juste un passager dans un véhicule sans frein. Ne viens pas avec des histoires du genre « c'est comme ça que tu es » où personne ne supporte autant de stress. Ce récit ne sert qu'à justifier la paresse mentale de ne pas prendre le contrôle. Le chaos sera toujours là, changeant de forme, guettant dans des détails minimes et dans des crises monumentales. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués n'est pas l'absence de problème, mais la capacité de résister à la pression sans s'effondrer. Si ta stabilité dépend de l'ordre extérieur, alors tu es fragile. Être fort, ce n'est pas ne pas ressentir, c'est agir avec clarté même lorsque tout dans ton esprit te pousse à réagir comme un animal acculé. Tu n'es pas une victime de ce que tu ressens. Tu peux regarder une émotion inconfortable en face, identifier son origine, la laisser passer sans lui confier le gouvernail de ta journée. La réaction automatique est le reflet de celui qui n'a jamais pris au sérieux l'entraînement émotionnel. Il n'y a pas d'excuse. Si tu as le temps de te plaindre, tu as le temps d'entraîner l'autocontrôle. La maîtrise de soi n'est pas un don. C'est le résultat d'affronter 1000 fois l'impulsion d'exploser et de décider encore et encore que tu ne vas pas donner de pouvoir à ce qui est passager. La stabilité ne signifie pas froideur.
Cela signifie que tu ne cèdes pas ta vie à une séquence de décharges chimiques. Ton énergie est trop précieuse pour la gaspiller en crises internes. Maîtrise ta réponse ou la vie te traînera comme un vieux chiffon. Lorsque le chaos externe se multiplie, le véritable filtre est ta capacité à rester ferme au milieu de la pression. Tu n'as pas besoin d'être de glace, tu as besoin d'être maître de tes actes, même lorsque tout en toi tremble. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu soutiens sous pression. Le calme est une décision entraînée, pas un accident. Si tu veux que ton avancée soit réelle, commence par faire de ta stabilité émotionnelle une norme, pas une exception de bonne chance. Entraîne ton esprit avec la même sévérité avec laquelle tu exiges des résultats à l'extérieur. Ici, il n'y a pas de raccourci. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions finit par être esclave du chaos des autres. 10. Structure ton avancement avec des systèmes clairs. Le chaos est la conséquence directe d'une vie sans système. Aucun avancement n'est possible tant que tu continues à dépendre de l'improvisation et de la volonté comme s'ils étaient des ressources infinies. L'esprit te trompe en te faisant croire que tu peux contrôler le désordre seulement avec de bonnes intentions ou une motivation soudaine. Mais la vérité est que sans mécanisme clair, tout ce que tu essaies se dissout dans la fatigue et la frustration. L'autotromperie commence lorsque tu te répètes que tu vas changer, mais que tu ne traduis pas cette intention en structure concrète qui t'oblige à agir, même quand tout en toi veut abandonner. Une vie sans système est une vie à la dérive, aux mains des impulsions, des états d'âme et des excuses sophistiquées. La discipline ne se démontre pas dans ce que tu décides un jour, mais dans ce que tu maintiens chaque jour grâce au système que tu as conçu pour ne pas dépendre de ton humeur ni des circonstances. Intérieurement, il est difficile d'accepter que le manque de résultats n'est pas dû à un manque de talent ni à la malchance, mais parce que tu ne t'es jamais arrêté pour construire les règles du jeu qui t'exigent de répondre quand personne ne te regarde. Il y a une résistance profonde à la structure, car cela implique de renoncer au plaisir de l'évasion et de faire face à l'inconfort de la constance. Le mécanisme mental qui sabote ton avancement fonctionne ainsi. Quand tu n'as pas de système, tout semble négociable. L'heure de se réveiller, le temps de repos, l'ordre de tes priorités, jusqu'aux aliments que tu choisis ou à l'argent que tu dépenses. Chaque variable lâche est une porte ouverte au sabotage interne. C'est pourquoi la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux quand tu veux, mais de savoir que ta vie continue d'avancer même les jours gris, car les systèmes que tu as conçus te soutiennent quand tu n'as pas de force. Il est inconfortable d'admettre que le manque de structure reflète un rejet inconscient d'assumer le contrôle total de ta vie. Accepter cela est difficile, car cela t'oblige à regarder en face tes propres fractures, la peur de la routine, la croyance que la spontanéité est synonyme d'authenticité, l'addiction aux petits désordres qui te font sentir spécial, mais ne font que masquer ton incapacité à maintenir l'avancement. Tu n'es pas différent simplement parce que tu résistes à la structure, tu es vulnérable à tes propres impulsions. Un système est le filet qui évite ta chute lorsque l'enthousiasme disparaît. L'ordre ne limite pas, il libère. C'est l'une de ces vérités inconfortables qui transforment lorsque tu cesses de leur résister. Il ne s'agit pas de construire des cages, mais de concevoir les échafaudages qui te permettent de grandir vers le haut et non seulement de tourner en rond. Le système peut être aussi simple qu'une heure fixe pour s'entraîner, un budget hebdomadaire, un espace de révision de tes objectifs chaque dimanche. L'essentiel est qu'il fonctionne même les jours où la motivation est nulle. C'est là que se joue la différence. Ceux qui avancent le font parce qu'ils ont intégré l'avancement dans leur identité quotidienne et non comme une exception inspirée. Si tu veux que l'année prochaine soit vraiment différente, cesse d'attendre des miracles et commence à construire des systèmes qui t'exigent d'agir même quand tu n'en as pas envie. La structure ne tue pas la liberté, elle la rend possible.